François Vérin, je vous propose de commencer, si vous le souhaitez, pour nous livrer votre expérience du SCOT de Centre-Ardèche. Vous constatez que les communes, en fait, elles vous demandent de l'aide, elles demandent de l'aide aussi, du soutien à l'intercommunalité, mais vous misez beaucoup sur la concertation, toujours la concertation en amont, avant de faire. Oui. Et c'est ce que j'aimerais bien que vous comptiez pour rentrer en matière dans ce sujet. Bien. Merci de me céder la parole. Alors, ça va être un exercice délicat, hein, peut-être pour nous quatre, parce qu'à l'issue de cette demi-journée de ce matin, qui était d'une richesse déjà très forte, des propos de M. Vanier, là, qui nous a effectivement passionnés, voilà, il va falloir qu'on trouve notre place, et je vais m'efforcer en ce qui me concerne de la prendre au mieux par rapport aux attentes qui pourraient être les vôtres. Alors, avant de vous dire un peu comment, effectivement, on a géré, nous, ce qui peut apparaître comme une problématique, hein, dans la relation entre élus de la même strate, avec les intercommunalités, puisqu'effectivement, sur ce SCOT, on est sur 3 EPCI, nous. Bon, vous dire un peu quelle est la carte d'identité, hein, de ce SCOT du Centre Ardèche qui porte bien son nom. Donc 3 EPCI, on a 2 communautés de communes, une communauté d'agglos, le tout pour 63 000 habitants. Donc on est un petit modèle, hein, de SCOT par rapport à ce qu'on a pu entendre ici ou là. Un contexte géographique qui est à citer parce que il ramène un peu à l'histoire de notre territoire, hein. C'est un territoire de vallée. Avec accolé au Rhône, avec tout ce qu'on peut avoir comme qualificatif en termes de développement économique, hein. C'est un territoire qui effectivement va plutôt bien quand on est proche de la vallée du Rhône, et qui, si on s'éloigne vers l'est et sur les hauteurs, sur les montagnes d'Ardèche, quelle que soit la beauté des paysages, des secteurs qui sont quand même beaucoup plus en difficulté, et y compris d'ailleurs sur le sujet démographique, hein, qui voilà, et chez nous très contrasté, encore une fois, entre la vallée du Rhône et ce qu'on appelle des fois un peu vite les arrière-pays. Notre SCOT, c'est un SCOT exécutoire depuis février 2023, donc il est modernisé, climatisé, compatible avec la trajectoire ZAN. Je le dis parce qu'on a un joli courrier du préfet, qu'on a presque encadré, hein, qui est au-dessus dans le bureau du directeur, là, que je salue, qui est ici avec moi. Donc voilà, et qui nous donne, c'est vrai, la possibilité de dérouler les choses peut-être de façon un peu différente par rapport à des SCOT un peu plus anciens. Ce territoire, il est peu couvert par des documents d'urbanisme, il est peu couvert par la culture de l'urbanisme, en fait, hein. Donc 50% de nos communes sont au RNU. On n'a pas encore donc de PLUI. C'est une notion qui est en train de prendre sa place et qui fait partie d'ailleurs, hein, de cette bonne coordination, complémentarité qu'on a pu mettre en place entre le SCOT et les EPCI, voire les communes. Et moi, j'ai toujours plaisir à dire que ce SCOT a été rédigé en régie, hein. C'est-à-dire que en fait, c'est une équipe pas copieuse, hein, donc 3 chargés de mission, un secrétariat administratif, donc qui a à un moment donné proposé aux élus d'arrêter le travail avec un cabinet sur lequel on ne retrouvait pas forcément la réalité du terrain. Et donc après, on a repris des choses, je dirais, en régie. Et je pense que ça a joué. Je pense que ça a joué aussi dans l'appropriation qu'ont pu se faire nos collègues maires et élus de l'EPCI sur ce sujet. Alors après, donc pour pas garder la parole trop longtemps, donc on a voilà, alors dans certains territoires, on dirait on a fait de la dentelle, en Ardèche on fait un peu du tricot, donc voilà, on a avec les élus, les communes, on a essayé de voilà, d'acclimater nos collègues à cette démarche du SCOT qui était ancienne. Ça avait, quelle que soit la bonne volonté des élus, ça avait du mal à avancer. On a eu des recompositions territoriales avec la loi NOTRe qui a freiné à un moment donné aussi donc, ce travail. Et donc, à un moment donné, effectivement, notre public, hein, nous a dit il faut quand même un peu y aller, quoi, il faut un peu accélérer. Donc, du coup, on a cherché les bonnes solutions pour y arriver, et en particulier pour embarquer tout le monde.
embarquer tout le monde tel que les élus, moi je n'y étais pas à l'époque, hein, donc j'en parle d'autant plus aisément, tel qu'ils avaient su le faire aussi au début des travaux du SCOT, sur, je le disais un peu vite tout à l'heure, des territoires très différents entre les trois EPCI, de taille, d'attractivité économique, d'histoire aussi, hein, de culture même, parce que l'Ardèche, c'est territoire et des cultures parfois différentes. Donc il a fallu répondre à la question, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble, quoi, hein. Et il y a eu tout ce premier travail qui remonte déjà à presque 10 ans, et qui a été bien fait et qui a posé le principe des solidarités entre ces trois EPCI, et en particulier dans ce qu'on appelle des fois un peu vite les ambitions démographiques de notre SCOT. Puisqu'effectivement, on avait au moins un des territoires qui était en difficulté, hein, en fait, et qui, depuis une crise industrielle qui avait frappé, j'allais dire, les métiers du textile, hein, en Ardèche comme dans d'autres territoires, c'est un territoire qui a du mal à trouver sa vocation et qui, effectivement, est en difficulté démographique. En comparaison avec effectivement la communauté d'agglo qui se pose sur la vallée du Rhône et qui, elle, a une capacité à se développer un peu plus facile. Donc, posé déjà sur ce démarrage et sur cette solidarité souhaitée, on a pu accélérer les choses et du coup amener à nos collègues donc une méthode qui les a priori séduites. Alors pas tout le monde, hein, encore une fois, et pas tout le temps, et peut-être qu'il y a encore des choses à faire parce que c'est jamais gagné. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que effectivement, on les a embarqués dans la démarche, dans un moment délicat qui a été cité ce matin d'ailleurs, comme un moment qui a freiné en fait la mise en place du SCOT. Ben, pour nous, ça, je ne vais pas dire que ça l'a accéléré, mais ça nous a obligés à changer de braquet. C'est la période du Covid, hein, où effectivement les grandes réunions massives qui sont souvent nécessaires, hein, dans l'élaboration du SCOT, ben, on n'y avait pas droit. Et donc du coup, on a fait presque l'inverse, hein. C'est-à-dire qu'on est allé voir quasiment en tête à tête ou par petits groupes de communes l'ensemble de notre territoire, pas très vaste il est vrai, mais quand même avec des démarches de proximité très très fines pour pouvoir dérouler effectivement ce projet de SCOT. Et je pense que ça a donné aussi un certain crédit, une capacité aux collègues maires et élus de nous interpeller sur le sujet. Euh, pour nous, mais vraiment sans jugement de valeur, hein, je crois qu'effectivement les élus, ils sont ce qu'ils sont. C'est pas des spécialistes en tout, il faut l'admettre. Et sur des sujets comme ça qui amènent très très vite au débat d'experts, voilà, il faut avoir cette humilité quand on aborde ces sujets pour encore une fois les embarquer dans cette démarche ambitieuse. Donc voilà, on a fait cette démarche qui nous a permis, je vais un peu vite, je prends le raccourci, qui nous a permis d'arriver à un SCOT qui aujourd'hui, euh, je vais dire ça de façon très concrète, euh, rend opposable une carte par commune. C'est-à-dire que chaque commune de notre SCOT possède et a discuté avec nous de ces enveloppes urbaines, en fait. Et donc, dans nos documents prescriptifs, on a effectivement une cartographie complète de l'ensemble des communes avec leurs documents. Alors, ça paraît rien de le dire comme ça en 3 secondes, mais en fait, on a gagné beaucoup de temps. Voilà, il a fallu parfois un peu s'exciter, hein, un peu se bagarrer, mais on a gagné beaucoup de temps ensuite dans le déroulement des choses. Effectivement, donc on avait en particulier mis en place un atelier qu'on avait, à mon avis, à juste titre, appelé atelier carte sur table, parce qu'on se disait tout et on voyait tout. C'est-à-dire qu'on avait les cartographies de chaque commune, et on a pu, encore une fois, en grand-messe, c'est un peu difficile, mais avec les élus, les amener, j'allais dire presque eux, à construire cette cartographie. Et de là, en fait, on avait, alors pas à 100%, et encore une fois, certains veulent de temps en temps rejouer le match, bien sûr, mais on avait, j'allais dire, gagné en confiance sur allez, plus des 2 tiers de nos communes, et progressivement, alors que sur nos territoires, nos 3 EPCI, sur les 3 EPCI, on avait eu des motions ou des minorités de blocage sur les PLUI, on a aujourd'hui, j'allais dire, un EPCI qui a délibéré pour récupérer la compétence et qui a prescrit donc son PLUI. On en a un deuxième, donc la communauté d'agglo Privas Centre Ardèche, qui est en train
de cheminer gentiment vers la même démarche, et une qui est bon, la plus rurale et un peu plus en retrait pour l'instant sur le sujet. Et fort de cette complicité qui s'est mise en place entre les communes, le PCI et le SYNCA, puisque c'est son nom, de ce syndicat, eh ben, on est aujourd'hui sollicité par eux pour être des partenaires assez engagés au travers de la conception de ces PLUI. Et on est dans des logiques de préparation de conventions avec au moins 2 d'entre elles pour pouvoir, encore une fois, dérouler les choses. Voilà, je suis désolé, je suis lent, mais voilà un peu où on en est. Merci beaucoup pour cet exposé très clair de votre cheminement. Alors un autre cheminement, celui peut-être que va nous exposer Vincent Lermite. Alors c'est peut-être pas un travail de dentelle ou de tricot. J'avais retenu que c'était plutôt une valse à 3 temps. Oui. Il y avait 3 phases. Sur le mode je t'aime moi non plus, et vous allez nous dire comment l'histoire se conclut avec un Scott qui lui regroupe 3 EPCI, en tout cas les met en relation, et il ne s'apprécie pas vraiment d'après ce que j'ai compris. C'est exactement ça. Je suis assez admiratif de ce que vous venez de dire, monsieur Vernick, parce que c'est absolument pas du tout ce que l'on vit sur notre territoire. Il y avait plein de regards admiratifs. Je crois, oui. Effectivement, 3 communes, 60 communes, 70 000 habitants, donc une des communes qui en fait 40. 40 000 habitants. Pardon, oui, 40 000 habitants. Et une seule ville de 15 000 habitants, 2 de 3 000, et les autres, vous faites le calcul sur la dispersion des populations. Un territoire qui a souvent été perçu par lui-même comme étant très défaitiste. J'ai une ancienne collègue dans le département qui pourra, je pense, me confirmer. Très caliméro, hein, pour reprendre un peu l'expression qu'on reprend souvent, parce qu'en fait, on est au sud des Pays de la Loire, mais très très loin. C'est pas le sud. Vous savez, c'est le contraire des ch'tis. Quand tu disais le nord, mais là c'est le sud. On était loin. C'est-à-dire, on ne sait pas si on est proche de La Rochelle ou très loin de La Rochelle, ou si on est loin de Nantes ou près de Nantes. En fait, on est toujours loin de quelque chose, et non pas proche de quelque chose. Vous voyez, on le prend toujours à l'inverse. Bon, il y a ce petit fatalisme. Et en fait, si je vous disais, effectivement, c'est un peu l'amour-haine. On se marie parce qu'on est forcé de le faire, mais en fait, on ne s'apprécie pas. On ne sait jamais si la ville-centre venait à tout phagocyter, ça serait un danger. Voilà. Je vous ai brossé rapidement le tableau. Alors, donc, le SCOT, je vous dirais, ah bon, on a un SCOT? Oui, on a un SCOT qui n'a jamais été publié, ni notifié. Moi, j'ai découvert ça il y a 2 ans, effectivement. On me dit, oui, il y a un SCOT. D'accord, donc je vais essayer de reprendre le SCOT, et je ne le trouve pas. J'ai une réunion avec les services de l'État qui me sortent un SCOT. Moi, j'ai le mien. Les 2 ne sont pas les mêmes. Voilà, première ambivalence. Et là, on se penche un peu plus sur le syndicat, qui en fait, le syndicat qui gère n'a aucun moyen. Alors, quand je dis aucun moyen, c'est que ça faisait à peu près 3 ans qu'il n'y avait même plus un seul agent dedans. Pour vous dire. Alors que pendant ce temps-là, ils ont publié le SCOT. Non, mais c'est voilà, on découvre tout ça. Donc au final, c'est notre comité de communes, hein, dont j'ai la charge, qui a repris la gestion du syndicat. J'ai mis du personnel à disposition pour reprendre un petit peu le sujet. Et là, on va lancer la révision du SCOT. Ça, j'anticipe déjà quasiment sur la conclusion. C'est juste pour vous dire qu'il y a un côté positif quand même dans le sujet. On s'est mariés parce qu'on n'avait pas le choix. Il fallait faire un SCOT, et si jamais on ne le faisait pas, on était un peu trop isolés pour le faire. Comme on était en pleine fusion de certains EPCI, ils n'avaient pas le temps de se préoccuper d'un SCOT par eux-mêmes. Donc, il a fallu s'associer, plus que se marier. Oui, ça n'a pas abouti. Voilà, clairement. Le deuxième temps, ça a été la question du foncier. Parce que je vais à raccourci dans le temps, mais pour vous dire que les préoccupations, elles sont récentes. Le foncier. Alors, je vous dis, raconte pas le 1 hectare par commune. Alors ça a été un désastre total dans les discussions. Et ça l'est toujours, d'ailleurs, clairement. Mais surtout, et je l'ai entendu ce matin et je le reprends, c'est ce droit au développement. Moi, j'ai le droit à. Parce que mon école, parce que mon commerce, mais ils sont déjà tous fermés. À un moment donné, il faut peut-être repenser un peu la façon d'aménager le territoire. Aménager. Oui.
Aménager. Je pense que le mot a dû être prononcé pour la première fois sur le territoire il y a 2 ans. On n'aménageait pas le territoire. En fait, on veut faire du développement. On ne sait pas pourquoi, hein. On veut faire du développement. J'ai des communes qui sont des spécialistes du lotissement. Bah, par contre, pour chercher du commerce, pour chercher du service, ouais, c'est pas grave, il y a les villes-centres. Ah, d'accord. Vous voyez, on est dans ce rapport de force constant. Je pense que certains le connaissent, je ne vais pas le développer plus. Mais alors, ce droit au développement avec plus 1 hectare, plus de toute façon la ville-centre a les services, mais on ne va surtout pas venir contribuer au développement de ces services sur la ville-centre, qui est bien assez à l'aise pour l'assumer. Ok. Euh, et le troisième temps, parce que je vais laisser la parole après aux collègues un petit peu quand même, c'est est-ce qu'on s'en empare enfin? Alors là, il y a le côté obligatoire, il y a le côté peut-être un peu prise de conscience qui commence à émerger. Alors pour refaire l'histoire, on n'a pas publié le SCOT depuis 2 ans. Pourtant, pendant ce temps-là, le président qui gérait le SCOT était lui-même président d'une interco qui a fait son PLUI. On peut se dire que quelque part, ça aurait dû entraîner le reste. Non, parce qu'en fait, il ne l'a fait que par ambition politique. Il ne l'a pas fait pour entraîner son territoire. Il ne le faisait que pour un positionnement politique. Donc les 2 autres territoires se disaient, fais ta politique, nous on s'en fout. Je vous le fais court, mais c'est un peu ça. Donc, comment on fait? Moi, je constate que le SCOT n'existe pas, qu'on est qu'en RNU sur les 24 communes, et à part la ville-centre qui a fait son PLU qui est quasiment modernisé. Quasiment. Il nous faudrait une révision simple pour le rendre totalement compatible à tout ce qui se passe. Et j'essaye de convaincre nos élus de partir sur un PLUI. Ça commence à s'amorcer. Puis là, ils se disent, ah oui, mais attendez, dans la discussion tout à l'heure, vous avez dit si on fait un PLUI, c'est pour... on ne peut pas le faire parce que le SCOT n'est pas tout à fait encore modernisé. Oui. Ah bah non, il faudrait peut-être réviser le SCOT. Oui. Donc les 2 démarches se lancent en même temps. Et la troisième interco vient de lancer une réflexion pour lancer elle-même son PLUI, sachant qu'en sous-main, on travaille sur un projet d'agglomération entre nous, mais ça, c'est un autre sujet qui pourrait aussi satisfaire. Donc en fait, on se sert des côtés obligatoires, des prises de conscience à un moment donné de se dire, tout seul, vous n'y arriverez pas, n'oubliez pas, en 27, vous ne pourrez plus rien faire si vous ne modernisez pas le côté contrainte. Et voilà, en fait, sur mon territoire, on n'évolue que par la contrainte, on n'évolue pas par l'envie. Et si j'avais pas un patron, mon président, maire, parce qu'il est maire de la ville-centre en même temps, qui n'était pas dans cette motivation de se dire, je veux décarboner le territoire. Je reviens un peu sur les transitions, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. Mais je ne veux pas le faire non plus au détriment de l'économie, puisqu'on a eu un marasme économique, c'est comment on mixte les deux. Et ça se fait très bien. Donc notre premier sujet d'attaque, ça a été comment sur nos zones économiques, on densifie en travaillant avec les entreprises pour qu'on ait une récupération de foncier sur des friches existantes ou sur des espaces non occupés d'entreprises. Pour contrecarrer, vous savez, il y a 15 ans, j'ai besoin de 500 mètres carrés, mais j'en achète 5000, je ne sais jamais, je pourrais demain m'étendre. Et même si je m'étends un tout petit peu, il m'en reste encore 2500 et je ne les utilise pas. Ben, revends-les. On va aménager autrement, on va faire des parkings communs, enfin voilà. Et toutes ces prises de conscience, en fait, elles viennent de la partie éco qui va influer sur les services, équipements et le lien à l'habitant. Voilà. Donc on part parfois à l'envers, malheureusement, mais en fait, on n'arrive pas à mettre une animation politique qui puisse être entraînante comme la vôtre. Donc, venez témoigner chez moi, franchement, avec grand plaisir, ça nous fera du bien. Ça apportera de la vitamine. Merci Vincent. Radia Daoud, c'est une autre histoire que la vôtre et celle du territoire. Alors vous vivez, vous me direz si je me trompe quand je vous ai entendu, ce que signifie peut-être une absence de culture de coopération que vous avez relié, et ça m'a marqué parce que ça a été très peu souligné par d'autres, et vous allez nous le dire, aussi à une histoire sociale, culturelle, liée à ce territoire, à ses traditions, j'allais dire ancestrales, qui explique aussi la situation dans laquelle vous vous trouvez, peut-être cette gouvernance territoriale qui est vraiment tâtonnante, mais qui peut-être s'éclaire. Oui, moi je suis directrice générale d'une communauté de communes de 39 communes, sur la côte fleurie, donc entre Caen et Le Havre. Communauté qui n'a pas de ville-centre, mais avec Cabourg dans l'intitulé. Donc je pense que certains d'entre vous connaissent cette jolie station balnéaire.
Effectivement, Laurence, la situation que vous décrivez, alors je vais modérer un petit peu, c'est celle que je ressens. C'est ma représentation, puisque du coup, avant de prendre mes fonctions sur ce territoire, j'ai eu une expérience assez longue sur un territoire qui était extrêmement dynamique en matière de coopération interterritoriale. Donc avec à la fois un SCOT très présent, avec de véritables espaces de dialogue, des conférences, des temps d'échange avec les chercheurs, des réunions qui mettaient autour de la table, les conseillers départementaux, les présidents d'interco, les maires, vraiment un réel espace d'animation. Et je suis arrivée en fait sur ce territoire en pensant que finalement, tous les SCOT faisaient ça. Et au final, c'est pas tout à fait ce que j'ai pu observer à mon arrivée. Mais c'est pas pour autant que c'est un mal, c'est un constat. Et je crois qu'en tant que DGS, il faut aussi qu'on s'adapte aux situations et qu'on arrive à travailler avec les entités de coopération, voire même qu'on en soit aussi pas critique, mais moteur aussi. Donc aujourd'hui, la relation entre le SCOT Nord Pays d'Auge et la communauté de communes se passe bien, j'ai envie de dire, sans anicroche, mais c'est vrai que moi, en tant que DGS, il me manque une certaine nourriture intellectuelle qui pourrait émaner du SCOT. Donc c'est plutôt moi qui suis un petit peu à la pêche en tant que DG. Je vais chercher le réseau. Donc je participe aux réunions du pôle métropolitain. Je prends le temps de rencontrer les collègues à droite, à gauche, mais n'ayant pas en fait d'espace de dialogue particulier, c'est moi et mes collaborateurs et les élus aussi hein, qui sont un petit peu plus à la manœuvre. Sur le côté historique, alors essayant de chercher un petit peu finalement d'où pouvait venir cette différence avec le précédent territoire. Peut-être qu'il y a effectivement l'histoire d'une communauté urbaine, donc celle de Caen-la-Mer, qui a fait son développement un petit peu de son côté et pas forcément en associant pleinement les territoires périphériques. Je pense que c'est des profils qu'on peut observer un petit peu partout en France. On a des métropoles qui drainent énormément les territoires périphériques avec cette idée de il faut que ça puisse ruisseler sur l'Interland, comme on disait à une époque, et puis d'autres qui ont un petit peu eu leur parcours. Ça pouvait être une explication. L'autre explication, elle était presque aussi religieuse, sachant que d'un côté de l'autre, il y avait un côté plus catholique et de l'autre côté du territoire, il y avait quelques stations qui étaient plus protestantes. Donc voilà, c'est aussi cette réflexion qu'on a pu avoir sur cette question. Alors, pas une question d'absence de coopération, mais quand même à la recherche d'eux. Et puis au final, la coopération, moi dans mon vécu, elle est aussi endogène. Donc c'est aussi renforcer pour le coup la coopération avec les communes. Parce que je ne pense pas que le discours il soit communaliste. Je pense que les textes sont communalistes et que le discours est intercommunal. Parce que ça fait plusieurs fois qu'on parle de minorité de blocage. On a parlé du 1 hectare communal dans le cadre du ZAN. Les textes sont très communalistes, parfois même au détriment des communes. C'est-à-dire que les communes, elles n'en voulaient pas. Enfin, moi, j'ai pas mal de communes qui aujourd'hui se retrouvent un petit peu embêtées à avoir à faire leur rapport triennal. Donc, du coup, c'est nous qui devons le faire alors qu'on n'a pas la compétence urbaine. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des textes qui sont très communalistes et l'interco qui est identifié. Le CRTE, ce sera l'interco, vous serez l'échelle de coopération. Donc, il y a peut-être cette mesure-là. Donc, nous, la coopération, on essaye aussi de la faire beaucoup avec les communes, avec les acteurs du territoire, mais je crois qu'il faut aussi le souligner que les coopérations, elles sont à la fois endogènes et exogènes. Et vous aviez aussi l'idée, que je n'ai pas souvent entendue, mais du fait que la municipalisation, elle était aussi des fois un peu pilotée, dirigée par l'État lui-même. Vous semblez acquiescer, et qu'elle était, à ce moment-là, elle revenait comme un boomerang sur les communes qui la subissaient. Est-ce que je vois Vincent qui acquiesce ? Justement, cet exemple de rapport triennal. Donc, dans le cadre de la mise en place du zéro artificialisation nette, les communes doivent produire un rapport sur leur consommation foncière dans les 3 dernières années.
Aujourd'hui, nous, nos communes, elles n'ont pas la capacité technique, elles n'ont pas l'ingénierie de le faire elles-mêmes. Donc on s'interroge de pourquoi avoir dans les textes, pourquoi l'État s'adresse aujourd'hui aux communes, si ensuite c'est pour demander aux intercos, voire aux SCOT, parce que ça arrive aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour l'État, les SCOT et les intercos sont les interlocuteurs privilégiés pour tout ce qui concerne le foncier, le ZAN. Mais les documents doivent être produits par les communes. Donc finalement, j'ai envie de dire heureusement qu'on s'entend tous à peu près bien et on arrive à s'en sortir. Mais c'est vrai que la municipalisation, parfois, elle est subie et elle sort un petit peu de nulle part. Merci, c'est très clair. Jean-François d'Auvergne. J'avais ma phrase, elle n'est pas. Vous êtes là un peu comme un homme à deux têtes, parce que vous représentez deux territoires. D'un côté le territoire Beaujolais, d'un côté le territoire rouennais. En tout cas, ça vous fait deux postes d'observation, de mise en pratique aussi. Quel constat, quelles leçons, quelle réalité vous voudriez partager avec nous, justement en matière de coopération face à ce que vous pouvez peut-être remarquer de municipalisation ou pas? Alors bon, la municipalisation dont on parle, c'est un petit peu les scories du précédent mandat parlementaire où du fait de l'absence de majorité, hein, il y a eu des navettes entre le Sénat et l'Assemblée nationale qui ont produit quelques scories, comme par exemple, on sait tous ça, le 1 hectare par commune. Ça a été, les lobbies sont intervenus et nous ont foutu un gros bazar. Pour le reste, quand même, fondamentalement, la loi climat et résilience, c'est ce que je voudrais dire, et à travers la loi climat et résilience, la mise en œuvre des SCOT, contribue pour moi considérablement en réalité au renforcement des territoires et de la solidarité territoriale et au renforcement des SCOT et au renforcement des intercos. Je vais m'en inspirer à travers mon expérience. Donc effectivement, j'ai une double expérience. Alors professionnellement, déjà, je suis un ancien DG de communauté d'agglomération. Je suis toujours dans la communauté d'agglomération où j'ai été directeur général jusqu'à 2 ans. Et le président m'a confié une mission de conseiller délégué. Je suis chargé de le représenter et de l'assister auprès du COPIL d'élaboration du SCOT Beaujolais et auprès du COPIL du plan de mobilité des territoires lyonnais, puisqu'on a maintenant un syndicat de transport à l'échelle du département. Donc je travaille à la fois sur le SCOT et sur les mobilités. Ça, c'est mon activité professionnelle encore pour 1 an. Et puis par ailleurs, alors ça, c'est côté ligérien, territoire Beaujolais. Et alors dans le département de la Loire, je suis maire d'une commune de 1500 habitants. À ce titre-là, je suis en charge de conseiller délégué en charge du PLUI sur ma petite intercommunalité et je suis le premier vice-président du SCOT rouennais. Donc je suis vraiment complètement dans le truc, aussi bien d'un point de vue d'élu et de professionnel. Voilà. Alors moi, le témoignage que je voudrais faire, c'est d'abord sur les 2 territoires. Hein, ce côté, pour moi, intégrateur et qui contribue au renforcement de l'intercommunalité des SCOT. Alors, sur le territoire Beaujolais, le SCOT vient d'être arrêté. Donc, on a un SCOT en conformité avec la loi climat et résilience. Donc, on a fait un énorme travail, effectivement, sur la définition des nouvelles politiques d'aménagement, sur la réduction des consommations foncières, enfin tout ça. On a défini des politiques d'aménagement sur les centralités. On a fait ce travail, effectivement, de reconstruction d'un nouvel urbanisme. Et le résultat très concret sur mon territoire, j'avais un président qui était très hostile à l'idée d'un PLUI. Le fait d'avoir travaillé pendant 4 ans sur la construction de ce SCOT, de voir effectivement toutes ces règles et tous ces grands principes d'aménagement qu'on a approuvés, il se dit mais on va faire un PLUI, on n'a pas le choix. On ne va pas laisser 30 communes se débrouiller avec ça. Donc aujourd'hui, ça va être d'ailleurs ma dernière mission avant de partir à la retraite, on va élaborer un PLUI sur le territoire. Et c'est vraiment le résultat de la loi climat et résilience, c'est vraiment le résultat de ce SCOT, de ce travail de coopératif entre élus. Et je dirais, le SCOT, il écrit pratiquement la trame du PLUI, quoi. Je veux dire, on va donc définir ces centralités, on va aider les communes à définir des projets urbains, à concevoir un urbanisme différent, à avoir un vrai projet d'aménagement des centres-bourgs, ne plus autoriser la dispersion de l'habitat,
éviter la construction de l'implantation des commerces en zone industrielle. Enfin, je vous en passe, et des meilleurs, quoi. Je veux dire, on va vraiment être dans un travail de redéfinition d'une politique publique, et ça, c'est très intéressant. Donc ça, c'est côté Rhône. Côté Loire, c'est un petit peu la même chose. Quand j'ai été réélu maire, c'est mon 3e mandat, ça fait 18 ans que je suis maire, ça va faire 18 ans. Donc là, j'ai été élu maire, j'ai désigné l'Interco. Le président m'a confié cette mission de finaliser un PLUI qui avait été retoqué par l'État au cours du précédent mandat avec un avis défavorable. Donc il a fallu retravailler ça. Donc on a fait un vrai travail avec les communes. On a travaillé par grappe, par petits bassins de vie. On a fait ce travail de réduction, d'ailleurs, c'était avant la loi climat et résilience, enfin juste avant, mais donc on a fait un gros travail. On a pu sortir un document d'urbanisme qui, pour le coup, a été approuvé par l'État. Et alors, en parallèle de cela, j'ai pris la présidence d'un petit SCOT, hein, qui était un SCOT résiduel, qui avait été construit par les précédentes équipes de l'intercommunalité. Ils avaient fait un petit SCOT défensif à la périphérie du Rouennais. Ils ne voulaient pas rentrer dans une logique de zone d'emploi. Enfin, ils ont fait un SCOT que d'ailleurs le préfet n'aurait jamais dû accepter. Donc j'ai pris la présidence de ce SCOT pour faire ce qu'on a réussi à faire à l'échelle pour le coup de toute la zone d'emploi. On a fusionné 3 SCOT donc on est en train effectivement d'élaborer un nouveau SCOT à l'échelle du territoire. Alors c'est un boulot qui commence, mais je veux dire par là, c'est grâce à la loi climat et résilience et grâce à cette obligation que finalement on arrive à renforcer nos intercos et qu'on arrive à faire un travail à l'échelle de la zone d'emploi qui est la zone pour moi, qui est la zone pertinente pour réfléchir à cet aménagement. Voilà, c'est le témoignage que je voulais donner. Qu'on voit quand même que quand il y a un arsenal juridique, politique, ça oblige au dialogue. C'est ça. C'est ça. Peu importe, il faut arrêter que les urbains ne parlent plus aux ruraux. Tout ça, et le SCOT, pour moi, hein, je suis un très grand partisan des SCOT, c'est vraiment l'endroit où on peut faire dialoguer tout le monde ensemble, où on peut dépasser les problématiques urbain-rurales. Quand on est dans son interco rural, on regarde les urbains d'à côté en chien de faïence. On est des adversaires. Quand on est dans un travail sur un SCOT, on commence à réfléchir sur ces notions de centralité, comment on conçoit l'urbanisme. On se rend compte que finalement, on a tous les mêmes problèmes. Moi, maire d'une petite commune de 1500 habitants avec 170 logements vacants en centre-ville et 10 hectares de friches industrielles, j'ai les mêmes problèmes que le maire de Roanne, hein, qui a 1500 logements vacants en centre-ville et qui a aussi ces grosses friches industrielles. On est dans les mêmes problématiques. Ce n'est pas une question d'urbain et de rural. Effectivement, l'enjeu, c'est effectivement de revitaliser les centralités, de ramener les commerces et les habitants dans les centres-villes, qu'on soit dans un village, dans un centre-bourg ou dans la ville moyenne, on a tous les mêmes intérêts. Il faut arrêter l'étalement urbain, arrêter l'implantation des commerces en dehors des centres-bourgs. On a tous intérêt, qu'on soit urbain, rural, maire d'une petite commune, maire d'un bourg-centre, on a tous intérêt à mener la même politique, et cette politique, c'est la politique de la loi climat et résilience, et je trouve que enfin, moi, je suis passionné par ces questions-là, et c'est vraiment dans le SCOT je trouve qu'on arrive justement à faire bouger nos politiques intercommunales et à renforcer nos intercos, parce qu'évidemment, je ne suis pas trésorier de la DGCF en étant un militant très actif de l'interco, tout en étant quand même, je suis un peu hors sujet, mais je suis partisan d'une interco qui ne soit pas une supracommunalité. Oui. Voilà, je pense qu'il faut conserver les communes. Alors peut-être des communes plus grosses que des communes de 140 habitants. Peut-être là, on peut fusionner un peu les communes. Je pense que ce ne serait pas forcément une mauvaise chose qu'on ait une taille minimum, mais ça c'est un autre sujet. C'est aux maires à s'entendre avec leurs voisins. Mais par contre, oui, je suis un grand partisan de l'intercommunalité. Et donc, mais je pense que ce travail collaboratif entre les intercos et les SCOT, c'est quelque chose de capital. Et je suis très heureux de voir aujourd'hui une réunion comme ça qui nous réunit tous. Et en plus, les intercos et les SCOT, je trouve que c'est un lieu aussi, et c'est unique, où les élus et les fonctionnaires travaillent ensemble, de manière très... D'ailleurs, je suis un élu et un fonctionnaire en même temps, donc je suis aussi à l'aise d'un côté que de l'autre. Voilà, je suis trop long, j'arrête. Non. C'est toujours très stimulant de vous suivre. Y a-t-il des réactions, des expériences depuis la salle? Alors,
monsieur. Puis moi, j'avais une question, mais elle sera pour après. Merci, donc Anthony Hubert, toujours de Cornamandie Métropole. Mais je voulais rebondir sur ce qu'a dit Radia Daoud tout à l'heure en parlant du pôle métropolitain. On est voisins, et elle ne parlait pas de Cornamandie Métropole, ou pas tout à fait, mais plutôt du réseau ouest normand. Le deuxième pôle métropolitain, effectivement, et si j'en parle, c'est pour rebondir sur ce que tu as dit, Radia, mais c'est aussi pour faire un petit retour d'expérience, comme un petit témoignage, parce que les élus de Cornamandie Métropole ont été à l'impulsion de la création d'un deuxième pôle métropolitain, dont je suis aussi directeur adjoint, et c'est un pôle métropolitain qui rassemble 28 EPCI, et l'intérêt, c'est surtout de rassurer et d'outiller les élus intercommunaux qui, parfois, dans leurs relations avec les maires, dans leurs relations avec l'État ou avec la région, sont parfois laissés seuls. Et bien là, dans un réseau, alors on a un réseau de DGS d'un côté, puis un réseau de présidents et de VP des EPCI de l'autre, puis parfois on les fait se rencontrer. Et bien, on parle de grandes thématiques du moment. L'année dernière, on a parlé beaucoup foncier, on a parlé aussi démographie. En ce moment, on est en train de parler habitat, pas logement, mais habitat. Et puis l'année prochaine, on parlera ferroviaire et santé, par exemple. Et donc, on se compare, on amène aussi quelques grands experts, on visite des expériences sur les territoires, et on est sur 3 départements, et les élus peuvent échanger donc sur ce qu'ils ont fait sur leur territoire, sur leurs relations avec certains partenaires, avec l'État, et notamment l'État décentralisé, et on se rend compte que les préfets et que les DDT ont des positions différentes d'un département à l'autre, même au sein d'une même région, et ça les enrichit, et donc ça les outille, ça les conforte, et on n'a pas encore tous les EPCI bas normands dans notre réseau, mais on va continuer à grossir encore un petit peu, et je pense que le pôle métropolitain, ça peut être un bon outil sur d'autres territoires pour renforcer encore les EPCI et les SCOT. Peut-être juste rajouter également que ce soit le SCOT, le pôle métropolitain ou juste à l'échelle de l'interco. Moi, j'estime que dès lors qu'il y a dialogue, en fait, peu importe l'outil, voire même parfois, il n'y a pas d'outil. Et ça ne passe que par des relations, des bonnes relations interpersonnelles entre élus. Quand mon président va voir entretient de bonnes relations avec les présidents des territoires voisins. Il y a quelques temps, je travaillais en Lorraine, et il y avait un petit bout de la Lorraine qui s'était organisé, enfin, les élus s'étaient organisés en G7. C'était un truc complètement off, donc où les présidents de SCOT se rencontraient un peu en cachette pour causer ensemble de l'avenir du territoire. Donc en réalité, quel que soit l'outil, tant qu'il y a dialogue, finalement, c'est ce qui fait avancer les choses. En revanche, si on pressent qu'il n'y a pas réellement de dialogue, effectivement, le SCOT, pour moi, est l'échelle qui pourrait vraiment stimuler ça. D'autres J'ai éventuellement une question à poser également. Pardon. En fait, moi, il y a un acteur qu'on a trop peu abordé. Il me pique ma question. Enfin, deux, il y a un peu l'État, parce qu'on l'a évoqué, mais bon, je pense qu'à un moment donné, on va pas faire le procès de l'État, donc Non. dessus, mais la région, le SRADET, on en a très peu parlé depuis ce matin. Moi, je ne sais pas comment vous le prenez. Frédéric, je ne sais pas comment tu le prends, toi. Super bien. Ah, on est d'accord. On est d'accord tous les deux. Voilà. Une concertation, mais alors du tonnerre, déjà. Hyper novatrice, avec des ambitions bien affichées, qui n'est pas du tout en contradiction avec ce que l'État nous demande, qui est très explicative au niveau des territoires, et qui est très dans l'accompagnement. Un grand lieu de dialogue. Oui, dialogue. Alors, je ne sais pas comment vous le vivez sur vos territoires, mais nous, notre SRADET, il est en pleine révision. Il devait être abouti en mars 2024. On attend toujours, on est d'accord? On a un courrier qui part. Oui, on est d'accord, oui, parce qu'on s'interroge un tout petit peu. Parce que, juste pour vous dire, dans l'ancien SRADET, on était à 34% d'objectif de consommation. On est passé à 57% dans la dernière mouture. On fait quoi? Grosse bataille sur les projets d'envergure nationale. Vous savez, je pense que vous avez tous vécu ça aussi. Là aussi, gros projet, gros sujet de discussion. Et si, honnêtement, mon patron n'était pas aussi conseiller régional, je pense que ça serait passé à la trappe totalement.
Donc, je ne sais pas comment vous vivez, c'est pour ça que en fait, je vous interpelle vous, pour savoir comment vous vivez cette relation au SRADET et à la région, si vous avez un vrai dialogue. Parce que pour moi, honnêtement, expliquer à mes élus que SRADET, SCOT, PLUI, plus droit des sols et compagnie, honnêtement, tout ça, c'est des machins pour eux. Hein, pour paraphraser un célèbre. Voilà. Donc, comment vous le prenez en fait? Voilà. En fait, c'est moi qui vous interpelle. On a un joker en Auvergne-Rhône-Alpes, on a un joker. Bah oui, hein, on se tait. Hein. On est enregistré. On se coordonnait là pour le coup. Non, mais il ne se passe rien de notre côté. Bah, c'est dramatique. Je suis aussi le référent Nouvelle-Aquitaine pour la fédération. Donc je vais vous donner un exemple très positif, celui de Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on a travaillé sur le SRADET, le premier SRADET, de façon très étroite avec la mise en place de l'Interscot. Alors c'était aussi au moment de la fusion des trois régions, à refaire le laïus du président Rousset sur la superficie identique à celle de l'Autriche, première région agricole, etc. Bref, je ne suis pas là pour faire ça. Mais en tout cas, bon, on avait quand même la fusion des trois régions, la création donc, de l'Interscot, qui a permis d'être l'interlocuteur des territoires pour la région. Et on a eu aussi, on était à l'époque 54 SCOT. Là, on est passé à 57-58. Ça dépend si on compte les périmètres sans structure ou pas. Mais ce qui est important, c'est qu'on a fait une première contribution donc de l'Interscot en 2018 pour le premier SRADET. Et pour la révision du SRADET actuel là, qui va sortir fin d'année ou début 2025, on a aussi travaillé avec la région. Alors on a eu peut-être la chance d'avoir les mêmes interlocuteurs sur ce temps long. Moi en l'occurrence et un certain nombre de collègues sur l'Interscot, mais aussi au niveau technique et politique à la région, on a eu aussi une continuité. Donc je pense que ça c'est important. Quand les acteurs techniques et politiques se connaissent, travaillent bien ensemble, s'entendent bien, se comprennent et portent la même vision, c'est un point qui est essentiel pour la bonne tenue, la bonne écoute aussi, parce qu'on a fait énormément de réunions, et même si le législateur a supprimé la conférence des SCOT, la région tient à ce que l'Interscot reste et qu'on puisse avoir ce maillage et ce retour de l'ensemble des territoires, parce que, comme toutes les régions en France, on reflète la diversité des paysages et la diversité géographique du littoral, de la montagne, du très rural, du périurbain, de la métropole, des villes moyennes, etc. Et ça fonctionne bien parce que aussi il y a une bonne mobilisation des techniciens et des élus de SCOT dans ces instances. Ça peut bien marcher. Oui. Pas empêcher d'avoir un moins 55%. Oui, ça, non, mais ça. Est-ce qu'on peut juste prendre une réaction et puis vous retourner le micro? D'un Nord-Alpin. Oui, nonobstant le joker qu'on utilise volontiers tous les deux par rapport à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc juste dire quand même que, et c'est aussi une petite leçon à retenir au travers de l'ensemble des SCOT. Et j'ai le souvenir, bon pas si vieux que ça, on a initié en fait sur notre territoire, pour le coup en Dromardèche, donc un interscot qui a permis de régulièrement faire vivre ces relations entre collègues attachés aux mêmes problématiques. Ça suivait d'ailleurs un travail déjà engagé avec les techniciens. Et on a fait une mauvaise pioche parce que le premier sujet qu'on a souhaité aborder, c'était justement la préparation du SRADET au moment où on parlait de territorialisation. Chacun devait faire un petit effort dans son coin. Et on a vite vu que le tour de table, je dis ça avec le sourire, mais bon, ouais, que le tour de table des présidents de SCOT, bon, finalement chez nous tout va bien, donc voilà, et chez moi tout va bien aussi, je veux qu'on touche à rien. Donc on voit la difficulté sur des territoires qui sont proches de pouvoir se dire, voilà, si nous on nous laisse faire, qu'est-ce qu'on fait? Bon. Voilà, je n'ai pas la réponse en fait. Je ne veux pas mobiliser la parole, mais je suis aussi référent technique Normandie depuis un tout petit peu plus d'un mois maintenant. Et au final, la région Normandie est à ma connaissance la première avec un SRADET modifié opposable sur le territoire depuis le 4 juin dernier. Et il me semble qu'il est purgé.
Donc tout va bien. Il a été fait après à peu près 2 ans de concertation. Et autant lors de l'élaboration du SRADET à la fin des années 2010, la région Normandie avait fait ça pas mal en chambre et ça avait mené à quelque chose d'assez peu compris sur les territoires. Autant avec la modification du SRADET, on a une vraie concertation et une vraie prise en compte de la conférence régionale des SCOT, des positions aussi du réseau Ouest Normand, parce que quand on a 28 EPCI qui parlent, on est entendu. Donc on a eu les critères qui ont été retenus, proposés par les SCOT, ils ont été majoritairement retenus. Les projets d'envergure nationale, derrière, ça a été aussi majoritairement retenu. Et aujourd'hui, on travaille sur les projets d'envergure régionale. La prochaine conférence régionale a lieu le 7 octobre. Et on est, je trouve, dans une bonne dynamique. Donc si vous voulez aller voir un SRADET terminé, il est sur le site de la région. Et Hervé Morin avait défini une grande tendance, c'était un serpent monétaire, pas moins de moins 42% et pas plus de moins 62%, histoire de gommer un peu les extrêmes. Et on est sur moins 52% d'efforts en moyenne sur le territoire. Y a-t-il d'autres, madame, d'autres exemples? Côté Occitanie, peut-être. On va faire le tour des référents territoriaux. Donc moi, je suis Christine Sanchez-Martin du SCOT de Gascogne et aussi référente territoriale pour l'Occitanie. Et le SRADET Occitanie, effectivement, il y a eu une espèce de dynamique très porteuse quand il y avait la conférence des SCOT, où on a vraiment beaucoup travaillé de façon intelligente sur les projets de territoire en impulsant vraiment une nouvelle façon de travailler à la région qui était appréciée. Hein. Et en fait, tout comme la garantie universelle est venue un petit peu percuter les territoires, la conférence de gouvernance est venue beaucoup percuter le travail sur le SRADET Occitanie. Parce qu'en gros, maintenant, on est revenu à moi et moi. Voilà. Il y avait 5 SCOT à désigner pour représenter l'ensemble des SCOT Occitanie. Le réseau a fait le travail. On a désigné des SCOT avec une vraie fausse bonne idée. J'insiste là-dessus. On a voulu refaire des typologies de territoire. Et c'était une erreur magistrale. Parce qu'en fait, chaque représentant est venu se représenter lui-même. Et du coup, là, il y a vraiment une rupture dans la dynamique. Aujourd'hui, le SRADET, on ne sait pas où il en est. Alors effectivement, on a eu une liste, la liste des PNE, on a eu aussi une liste des PER. Voilà, et puis, le travail s'est remis en place au niveau de chaque SCOT. Et chaque SCOT, en fait, a fait remonter ses propres projets. Donc, il n'y a plus du tout de la dynamique de projets qu'on essayait de remettre en place au niveau de la région, parce que, bon, on ne va pas se mentir, mais il n'y a pas vraiment de projet régional non plus. On va pas vers le sud, mais on remonte un peu au nord pour le centre Val-de-Loire. Je suis référent élu de la FEDESCOT sur le centre Val-de-Loire. La région centre Val-de-Loire avait fait une grosse concertation sur la première élaboration du SRADET à l'échelle de chaque bassin de vie. Donc il y avait déjà un gros boulot de fait. Or on avait un SRADET qui fixait ZAN à 2040, le SRADET actuellement en vigueur, qui va être révisé là, dans quelques semaines. Donc il y avait déjà une acculturation avec finalement la loi climat résilience, en gros décalée de 10 ans, mais on était déjà un peu dans cette logique-là. La conférence des SCOT on a fait aussi un gros boulot et pris le parti d'associer la région à l'ensemble de nos travaux. À l'échelle technique comme à l'échelle politique, nous dit cherchons ensemble le chemin, plutôt que de se regarder en chien de faïence et puis de proposer. Et après, la région, une fois que la loi a changé aussi la donne, a fait de mémoire 6 ou 7 temps de concertation et de travail avec l'ensemble des SCOT, des EPCI, réunis pour justement que sur cette question de cartographie, parce que le reste était déjà fait dans le SRADET il y a quelque chose sur les déchets mais qui était simple à modifier. Tous les territoires ne se sont pas emparés de cette possibilité de venir travailler, et je puis dire que la copie initiale de la région n'est pas du tout la même qu'à la fin de ces temps de concertation. Il y a vraiment une prise en compte, un groupe de travail un peu informel, réellement transpartisan, ce qui est aussi au bénéfice du président du conseil régional de ne pas avoir servi, entre guillemets, que son camp, mais vraiment de chercher... il y a plutôt eu la recherche d'un consensus. Le projet, il ne satisfait pas tout le monde, il me semble le moins injuste. Mais voilà, on ne trouvera jamais quelque chose, mais au moins avec une méthode, la même qui est appliquée pour l'ensemble des territoires. Mais ça a été le fruit de 7 ou 8 ans de concertation avec différentes strates d'élus et de remouline, de modélisation. Voilà. Merci.
Merci d'avoir posé la question. D'abord, Vincent, il y avait peut-être une autre ce côté-là de la salle. Non. Il y a encore un petit peu de temps. Ma limite, c'est pas vis-à-vis du conseil régional. Là, c'est vis-à-vis de l'État en région. Quand on a discuté des Pénés, j'ai évoqué la question, mais que j'avais évoquée en audition au Sénat aussi, de ce qui est, alors pas interdit, mais pas prévu explicitement par la loi, des gros projets médicaux. C'est pas dans la loi, donc c'est non. J'ai posé quand même la question à l'État. Si on se rapproche un peu des citoyens, qu'on leur donne le choix entre une prison et un hôpital, quitte à mobiliser du foncier commun, je pense qu'il y aurait peut-être une préférence pour l'hôpital que pour la prison. Donc, tous les établissements de peine sont pris, aucun établissement de soins. Voilà. Mais ça, c'était fin de non-recevoir. La région a aussi demandé la même chose. Fin de non-recevoir, c'est pas dans le lot. Avant que nous avancions, enfin, qu'on se dirige vers la fin de cette rencontre, et il y a encore une intervention du CNFPT. Un petit mot de chacun d'entre vous. Vincent, je sens que vous êtes à chaud là. Juste, je ne sais pas pour soumettre un débat quoi que ce soit, mais si je reprends le service de l'État, je pense que comme beaucoup d'entre vous, on doit être alors si ce n'est en contentieux, au moins en interprétation différente ou différenciée des consommations d'hectares contre la base magique, le CEREMA, nos propres calculs. À un moment donné, il faut qu'on se mette un peu d'accord sur les méthodes parce que ça devient invivable pour chacun d'entre nous, je pense. D'accord. On n'a aucune définition précise de tous ces sujets. Et je crois qu'à un moment donné, c'est où l'État se fait vraiment du régalien et dit c'est ça mes objectifs, et qu'il arrête de s'occuper des virgules et qu'il laisse un peu les territoires vivre. Respirer. Parce que là, aujourd'hui, en fait, il oublie parfois l'essentiel en se concentrant sur des pécadilles. Et honnêtement, comme il n'y a pas de doctrine au niveau de l'État, pour avoir fait ça sur 2-3 départements différents, on a des DREAL, on a des DTM qui interprètent de manière personnelle. Je dis bien personnelle, parce qu'en plus, c'est parfois même le technicien de service qui a sa propre interprétation. Alors certes, ils ont une ligne par circulaire, mais en fait, à partir de là, il l'interprète un peu comme il le veut. Et moi, j'ai vu des réactions complètement différentes sur des PLUI en Vendée, où quasiment 2 PLUI quasi identiques, un a été attaqué par l'État, l'autre a été laissé tranquille. Pourquoi? Pas compris. Parce que c'était pas les mêmes chargés de mission à l'État qui s'en occupaient. Voilà, c'est tout. Je vous donne juste le sujet. Voilà. Jean-François, un dernier mot, je vais rebondir sur ce que vient de dire mon collègue. C'est pas pour défendre les services de l'État, mais c'est pas facile pour eux. Il y a en particulier une disposition qui a aussi été introduite par amendement. Cette disposition qui dit qu'on a le droit d'intégrer les actes qui ont été engagés dans la consommation foncière. Sur le territoire beaujolais, ça nous rajoute une centaine d'hectares, c'est quand même pas rien. Donc du coup, si on ajoute la centaine d'hectares dans la consommation et qu'on divise par 2 pour la période suivante, ça nous rajoute 50 hectares. Donc aujourd'hui, on est en discussion là-dessus, mais ça, c'était pas dans la loi initiale. Ça a été une décision suite aux navettes parlementaires. On a rajouté ça quand on a rajouté le 1 hectare par commune. Et c'est vrai que du coup, on est dans des difficultés d'interprétation et des discussions de marchand de tapis pour des choses, parce que la loi a été modifiée par amendement et qu'elle a perdu beaucoup de sa... elle a perdu une partie de sa cohérence. Voilà. Et après, c'est vrai que quand on est... le pauvre sous-préfet de Villefranche avec qui on discutait de ça l'autre jour avec les services de la DDT, c'était pas simple pour lui. Parce que, quelle est en réalité, qui a raison, quoi. Je veux dire, est-ce que... Voilà, c'est tout ce que je veux dire. C'était juste un commentaire, en fait. Oui, alors moi, mon dernier mot est bien préparé. Attention. Est-ce que Martin est encore là? Oui, il n'est pas caché là-bas dans le fond. Il se cache. Ah, il est là-bas. Martin. C'est spécial pour toi, je pense. Déjà, Martin, merci, parce que je pense que peut-être on est nombreux dans cette salle à avoir été formés par toi.
Donc, merci. C'est une petite, voilà. Reliance, mot religieux. Il y a un autre mot un petit peu religieux qui m'est revenu, c'est viatique. Et donc, ma petite phrase préparée, le viatique est au mourant, ce que le dialogue territorial est à la transition. J'en ai fini pour mon petit mot. Ah ouais, là, il y a un vrai effort de réflexion là. Ah, Bravo, Radia. Bravo. Donc du coup, j'ose pas terminer. Moi. Parce que j'avais envie de rebondir. Désolé. Hein, donc, la prochaine fois, on fera même. Oui, moi, j'avais envie aussi de rebondir donc sur effectivement ces sujets de l'observatoire et qui ont amené entre autres donc le fameux rapport triennal. Donc chez nous, il y a un peu aussi je le dis encore une fois avec le sourire parce que c'est sûrement pas l'essentiel, mais une relation un peu particulière quoi avec les services de l'État. Par exemple, nous, effectivement, dans le cadre de l'ambiance que je vous décrivais tout à l'heure, mais qui s'est construit aussi au travers d'un certain nombre de travaux en commun avec les EPCI. Bon, on a conçu un observatoire hein, donc local, donc fabriqué par nos petites mains, là, enfin celles de notre équipe technique, qu'on appelle Focal d'ailleurs. C'est sur celui-ci qu'on a obtenu donc l'approbation du SCOT hein, et du coup les caractéristiques que je disais tout à l'heure, hein, enfin les qualificatifs. Et donc dès qu'on a un sujet avec l'État et qui touche à l'observation, en particulier effectivement à la consommation foncière, nous on fait notre courrier aux communes en disant voilà comment on peut faire pour vous aider. On l'a fait de façon très proactive pour le rapport triennal. Et bizarrement, une semaine après, on a la préfète qui envoie un courrier pour dire alors voilà comment il faut faire. Donc c'est assez amusant. Bon, effectivement, ça ne fait pas beaucoup avancer le schmilblick, mais voilà, je pense que c'est un peu comme ça, nous, qu'on a aussi, ça a contribué. Parce que derrière, il y a l'accompagnement du PLH en matière d'observatoire. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut décliner au travers de cet outil majeur. Et je pense que c'est essentiel pour effectivement la crédibilité avec nos communes membres. Quoi. Merci. Merci madame, merci messieurs. Bon, désolé, hein, vous n'étiez plus que moi. Nous sommes ponctuels, presque en avance de 5 minutes. Pour accueillir en guise de conclusion